Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Au lendemain du premier tour des élections législatives, nous vous proposons sur France 3 Aquitaine cette émission spéciale consacrée au décryptage, à l'analyse, aux réactions, au vote de ce premier tour de scrutin. Et afin de mieux prendre la mesure de ce qui est désormais le paysage politique en Nouvelle-Aquitaine, je vous propose de découvrir la répartition des forces en présence. Comme au plan national, les candidats d'En Marche sont massivement présents au second tour, très présents dans les 49 circonscriptions de la région, totalisant souvent 2 à 3 fois plus de voix que les autres qualifiés. La déferlante Macron balaye tout sur son passage et notamment sur des terres historiquement acquises à la gauche. La droite traditionnelle n'est pas épargnée, nous allons en parler. Viviane Lehay, vous êtes notre politologue. Ce scénario était annoncé, mais à ce point-là, la nouvelle Assemblée va avoir beaucoup de nouveaux visages et très peu d'anciens, très peu. Très peu, ce qui est vraiment une nouveauté. Là, en 2012, 60% des députés nouvellement élus étaient des députés sortants. Là, on va évidemment voir une reconfiguration très différente. Une nouveauté, une assemblée sans doute féminisée, rajeunie aussi. En revanche, si on raisonne en termes d'origine sociale et de diversité sociale de la nouvelle assemblée, là, ça ne devrait pas être une nouveauté. On va retrouver des députés issus des classes favorisées, issus des élites, mais aussi quand même de cadres supérieurs issus du privé, ce qu'on n'avait pas jusque-là trop. On va en parler. Alors, dès hier soir, les chefs de file des partis dits traditionnels ont pris acte de leur contre-performance, de l'échec de leur formation, à l'image du président de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui était l'un de nos invités sur le plateau hier soir. On l'écoute. Je constate un tsunami. Il y a eu une vague rose en 2012, là c'est le tsunami en marche. Oui, absolument. Je crois qu'il faut le constater. Un besoin d'abord de donner une majorité claire au président de la République. Et donc on a les conséquences, le fonctionnement extrême des institutions de la Ve République. Moi, je l'ai dit à diverses reprises, je souhaite la réussite de ce quinquennat. Ce qui m'inquiète, moi, c'est une assemblée qui ne soit pas un contre-pouvoir, qui ne construise pas une réussite d'un gouvernement et d'un quinquennat et qui n'ancre pas la politique comme un équilibre entre une administration centrale, entre le centre et les territoires. Alors après la réaction du président de région, nous allons faire progressivement le tour des 5 départements d'Aquitaine. Mais avant cela, Tanguy Bernard, bonjour. Vous êtes le référent d'En Marche dans ce département. Votre parti sort large vainqueur. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? C'est-à-dire le verre à moitié plein et de vous dire que vous êtes présent dans les 12 circonscriptions de Gironde, ou le verre à moitié vide, la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée? Effectivement, pour nous, il y a un très fort niveau d'abstention qui doit être pris en considération. Nos candidats, nos députés, s'ils sont élus, devront tenir compte de tout cela. Moi, ce que je note, c'est, en tout cas pour la Gironde, c'est qu'il n'y a pas eu de démobilisation du vote En Marche du premier tour, mais qu'on a constaté une forte démobilisation des votes des autres formations politiques. En d'autres termes, vous allez dire à ces candidats, dont beaucoup sont quand même inexpérimentés en politique, il va falloir que vous parliez aux abstentionnistes? Oui, ils sont inexpérimentés en politique, ça ne veut pas dire qu'ils sont inexpérimentés sur les domaines qui seront débattus à l'Assemblée. Encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont issus du secteur privé, du secteur public, du secteur associatif. Ils ont des fortes expertises sur tous ces domaines, ils seront porteurs d'un certain nombre de lois sur lesquelles ils ont une expertise. Donc, je n'ai pas de problème vis-à-vis de l'expertise de ces candidats. Mais bien entendu, il faut qu'ils s'étoffent d'une certaine manière pour le côté politique et pour être capable de parler à toutes ces personnes qui ne se sont pas exprimées. Tanguy Bernard, vous restez avec nous. Dans le courant de cette émission, nous en parlerons également. Alors, on va prendre tout de suite, rester en Gironde, mais prendre la direction du nord du département. Le duel de dimanche prochain verra s'affronter un candidat En Marche et le Front National. Les deux scores des deux candidats sont très proches à l'issue de ce premier tour. Marie-Pierre Dabrijon, Ludovic Cagnato. Un sourire qui en dit long. Avec 27,8% des voix, Véronique Amérer vient de virer en tête dans cette 11e circonscription située au nord de la Gironde. Un territoire marqué par une forte poussée du Front National au premier tour de la présidentielle
La candidate de La République En Marche ne cache pas sa satisfaction. Je suis moi-même extrêmement fière de pouvoir être en tête devant le Front National. C'est une fierté pour moi. Et pourquoi ? Parce que le Front National, et pour moi, n'est pas un parti, n'est pas une solution, n'est pas un parti qui est dans la construction des choses. Et je suis très heureuse de pouvoir le faire reculer dans cette 11e circonscription, parce que Mme Le Pen a fait 47% au deuxième tour au présidentiel. À 29 ans, Edwige Diaz est le nouveau visage du Front National en Gironde. La jeune conseillère régionale est qualifiée pour le second tour des élections législatives. Sans surprise, elle réalise ses meilleurs scores dans les petites communes rurales. Au total, le FN obtient 23,6% des voix. Je suis satisfaite puisque nous avons atteint notre objectif. Nous souhaitions être au deuxième tour de cette élection législative et c'est chose faite. Je ne me suis jamais cachée de vouloir rassembler toutes les forces patriotes. Donc je tends évidemment la main aux Républicains pour faire barrage à la candidate du système. Je tends la main aussi aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon représentés par Madame Lausson et les abstentionnistes encore et toujours. Et je compte aussi sur le soutien de Debout la France. Dimanche, il y aura donc un duel République En Marche, Front National, dans une circonscription qui était détenue depuis plus de 20 ans par le Parti socialiste, le PS qui a recueilli moins de 8% des suffrages. Et parmi les surprises de ce premier tour en Gironde, il y a aussi l'éviction de l'ancienne ministre Michèle Delaunay, celle qui, on s'en souvient, avait fait chuter Alain Juppé de son fauteuil de député. Eh bien, un l'est poussé vers la sortie sans ménagement au profit d'un duel En Marche, les Républicains. Élise Galland, Didier Bonnet. La solitude dans la défaite. Peu de militants, juste quelques soutiens de longue date encore réunis autour de Michèle Delaunay. La socialiste tombeuse d'Alain Juppé, voilà 10 ans, est battue à son tour. Laminée par La République En Marche, la députée sortante s'incline dès le premier tour avec 10,7% des voix. Je suis à la fois ce soir dans une certaine déception, mais aussi dans la réflexion et l'inquiétude pour tous ceux qui, comme moi, ne se retrouveront pas entièrement dans cette République En Marche. C'est Anne Valric, la candidate des Républicains adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, qui se qualifie pour le second tour avec 15,8% des voix. Un petit score accueilli ici presque comme une victoire face à la vague macroniste. J'appelle à un pluralisme à cette Assemblée nationale et qu'il n'y ait pas que des néophytes, mais quand même des gens expérimentés qui croient, qui portent des convictions, des valeurs et qui représentent leur territoire avec passion et avec cœur. Encore inconnue du public voilà un mois, l'universitaire Catherine Fabre s'impose donc sous l'étiquette de La République En Marche avec un score important, 39,7% des suffrages, mais un bémol, près d'un Bordelais sur deux s'est abstenu. Les gens En Marche sont venus voter. C'est plutôt, à mon avis, les personnes qui ne se retrouvent pas vraiment dans leur parti traditionnel qui ont eu du mal aujourd'hui à se positionner. Donc forcément, ça pose un gros défi pour l'avenir. Et le but de la semaine qui suit et des 5 années à venir, si j'étais élue, ça serait justement de convaincre tous ces gens-là d'aller voter dans 5 ans. À moins que certains ne se décident à retourner aux urnes dès dimanche prochain pour faire mentir une élection qui semble ici jouée d'avance. Alors, on l'a vu, la candidate Les Républicains, Anne Valric, qui était une conseillère municipale, c'est une proche d'Alain Juppé. Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui est dès hier soir appelé à la mobilisation des électeurs de droite pour éviter d'offrir les pleins pouvoirs à la majorité présidentielle. On l'écoute. L'enjeu du deuxième tour est clair. Aurons-nous demain une chambre monocolore, ce qui n'est jamais bon pour le débat démocratique, ou bien dans cette chambre, dans cette Assemblée nationale nouvelle, aurons-nous un groupe qui, dans un esprit constructif, pourra animer le débat démocratique. J'appelle avec plus grande énergie toutes nos électrices et tous nos électeurs qui se sont détournés des urnes au premier tour à se mobiliser pour le deuxième tour. On a déjà vu, dans une élection à 2 tours, un ressac se produire entre les 2 tours et une inversion de tendance. C'est cela à quoi nous allons travailler pendant la semaine qui est devant nous. Tanguy Bernard, le maire de Bordeaux, vient de s'exprimer. On a noté et on signale une forte poussée d'En Marche sur le territoire de la région bordelaise. La municipalité de Bordeaux, c'est un territoire que vous visez ? On ne se projette pas du tout encore en 2020. Vous savez, on est déjà allé très vite depuis 1 an pour construire un mouvement, construire un programme, se préparer à des élections et on n'a pas encore la visibilité sur ce qu'on va faire pour les élections municipales. Bien entendu, notre mouvement est là pour rester, pour continuer à
débattre, à proposer, à aller rencontrer nos concitoyens. Et bien entendu, ces échéances locales sont sur notre agenda. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre sur la mairie de Bordeaux. Vous n'avez pas de visée encore. Alors, le ton d'Alain Juppé lors de son intervention et de sa déclaration d'hier soir en dit long sur l'état d'esprit dans les rangs de la droite, bousculé dans ses fondations, à l'image de la 8e circonscription de la Gironde, celle du bassin d'Arcachon, où le maire d'Arcachon et député, les Républicains sortants, est largement distancé par la candidate de la majorité présidentielle, Gilles Coulon, Patricia Mondon. Elle est pratiquement inconnue sur le bassin d'Arcachon, alors qu'elle y habite depuis 15 ans. Sophie Panonacle, 48 ans, issue de la société civile, candidate de La République En Marche, a obtenu 40% des voix sur la 8e circonscription. En 2 mois à peine, elle a gagné son ticket pour le 2e tour. Je vais me battre, oui, pour gagner. Oui, j'y pense et j'espère gagner. En tout cas, je vais tout faire encore cette semaine pour y arriver. C'est bien parti. Je crois que les gens peuvent continuer à me faire confiance. Ils ont compris que j'incarnais le renouveau, le rassemblement. Ils croient en la promesse de notre président et de notre Premier ministre. Donc je vais tout faire pour gagner et ensuite pour travailler à leur côté pendant les 5 ans à venir. Yves Foulon, le député sortant maire d'Arcachon, obtient 24% des voix, 16 points de moins que Sophie Panonacle. Une déception pour ce candidat qui briguait un 2e mandat, mais le combat continue. Moi, je porte des valeurs, des convictions, des projets. Je crois qu'à l'Assemblée nationale, il est nécessaire d'avoir non pas une hégémonie, mais une confrontation d'idées pour que chacun s'enrichisse de l'idée de l'autre et puis que les réformes utiles pour les Français soient votées. Il y a une abstention gigantesque, énorme. C'est la première fois qu'à une élection législative, on a autant d'abstention. Et puis il y a manifestement une vague portée par le président de la République. Tractage, réunion publique, la campagne de terrain se poursuit pour les 2 candidats. Une semaine décisive s'annonce. Tanguy Bernard, on vient de le voir, 16 points d'écart pour Yves Foulon en faveur de votre candidate. Il n'y a plus de citadelle imprenable avec En Marche ? Il n'y a pas de citadelle imprenable. Le bassin d'Arcachon, c'est assez emblématique de tout le travail qu'on a fait ici en Gironde. Il faut voir c'est un mouvement qui est derrière tous ces candidats. C'est plus de 9000 adhérents en Gironde et qui se sont tous mobilisés derrière nos candidats. Et donc dans chacune des circonscriptions dont vous avez parlé, c'est des équipes de 30, 40, 50, 60 personnes qui ont fait campagne. Et donc pour nous, ce n'est pas du tout ce déficit de notoriété dont vous parlez beaucoup en disant que la candidate est absolument inconnue, etc. Notre mouvement est connu, il est porté par beaucoup de personnes qui ont tous leur réseau et je crois que c'est ça qui fait la différence. Les gens ont voté pour le président de la République ou en faveur de votre candidate ? Bien entendu, ils ont voté pour le président de la République en grande partie, puisqu'ils veulent lui donner une large majorité, tout en sachant que la candidate qui le représentait était tout à fait crédible, tout à fait capable, avec des convictions importantes depuis longtemps, et qu'elle sera tout à fait en accompagnement avec un esprit critique du programme présidentiel. Alors quoi qu'il en soit, il y a une semaine décisive qui s'annonce sur le bassin d'Arcachon comme ailleurs dans toutes les circonscriptions. L'échiquier est totalement bouleversé, notamment en Gironde. Élise Galland, on va détailler tout cela en commençant dans les 8 autres circonscriptions de la Gironde par la première et la 3e circonscription. Oui, et c'est un petit peu partout le même scénario. Serge, dans la première circonscription, qui regroupe Bordeaux-Nord, Codéran et Le Bouscat, eh bien Nicolas Florian, le candidat des Républicains, est en ballottage défavorable avec un peu plus de 20% des voix. La candidate d'En Marche, Dominique David, obtient, elle, presque 44%. Dans la 3e circonscription, qui compte Bègue, Villeneuve-d'Ornon et Talence, la surprise vient de Naïma Charaï. Son suppléant n'était autre que le sortant Noël Mamère. Eh bien, avec 17,5%, le duo n'accède pas au second tour. Il est distancé de quelques centaines de voix par Loïc Prudhomme, candidat de la France Insoumise, qui se qualifie avec 19% des suffrages. Là encore, la République En Marche arrive en tête avec son candidat Maric Fétou et 33,4% des voix. Un ballottage favorable, semble-t-il. Élise, de l'autre côté de la Garonne, ça s'est passé de la même façon ? Oui, dans la 4e circonscription, fief socialiste historique, la situation est difficile pour Alain David, le maire PS de ce nom. Avec 16,3% des voix, il est en ballottage défavorable. C'est Aziz Scali-Boisiza, militant socialiste pendant 20 ans, mais aujourd'hui candidat de la République En Marche, qui fait la course en tête avec 31,3% des suffrages. Et puis, dans le Libournais, eh bien, la 10e circonscription devrait voir son député sortant Florent Boudier reconduit. Il est l'un des premiers parlementaires socialistes à avoir rejoint Emmanuel Macron, un choix qui lui vaut d'être investi En Marche et de dépasser les 40% hier.
Face à lui, dimanche prochain, pas de candidat républicain. Jean-Paul Garot échoue de 150 voix derrière le Front National et Sandrine Chadourne. Avec 15,8%, l'élu frontiste assurera donc le duel du second tour. Élise, qu'en est-il des autres députés non macronistes et sortants? Cela s'annonce difficile pour eux. Dans la 5e circonscription, par exemple, la députée sortante Pascale Gott, avec 18,5% des voix, est largement distancée par Benoît Simian, le maire de Ludon et candidat de La République En Marche, arrive en effet en tête avec 33,4%. Même configuration dans la 9e circonscription, dans le sud Gironde, où Gilles Savary, le député socialiste sortant, réunit 17,3% des suffrages, derrière Sophie Mette, qui, pour La République En Marche, obtient la première place avec 31,2% des voix. Merci beaucoup, Élise. Alors, Viviane Lehay, la droite traditionnelle en Gironde, dans ce paysage politique, est quand même très modifiée. Elle a du mal à sauver les meubles. Oui, même en Gironde, c'est difficile, alors que c'est quand même une terre aussi durablement acquise à la droite classique et aussi justement à une droite plutôt centriste. Donc du coup, c'est aussi logique de retrouver là une dynamique favorable à La République En Marche et à Emmanuel Macron. Et donc cette dynamique se retrouve bien logiquement. Alors, à gauche, la situation est peut-être un peu meilleure. Je me tourne vers vous, Marie Récalde. Vous avez obtenu un score qui est quand même très très loin de la candidature d'En Marche sur votre circonscription. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire jouer la fibre manque d'expérience de la candidate En Marche ? Alors, effectivement, il semble du candidat En Marche. Du candidat, voilà. Cette fois-ci, il semble que ce critère n'ait pas été retenu par les électeurs comme principal choix. Mais ce qui est important, c'est de savoir à quoi ça sert un député, ce qu'est un député utile à la fois à son territoire et à la nation. Et ça, c'est un député. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut, quand on est député, il faut avoir cette expérience, cette connaissance du territoire. Oui, mais vous avez bien débuté un jour. J'ai débuté et j'ai commencé en formation, figurez-vous, avec mon prédécesseur, Michel Sainte-Marie, qui m'a, comme suppléante, appris ce territoire, appris les arcanes, même si j'étais juriste de formation, de la loi et de l'évolution de la loi. Et un député, ce qui est important pour un ou une députée, c'est de savoir que même quand on est dans le groupe majoritaire, aucun texte ne sort de l'Assemblée comme il y est rentré. C'est ça qui est important, c'est de ne pas avoir un Parlement, une Assemblée nationale monocolore avec un parti unique, mais que, comme l'a dit d'ailleurs Yves Foulon, il puisse y avoir des échanges et la prise en compte d'un certain nombre de valeurs aussi auxquelles nous sommes attachés. Ça veut dire que vous allez faire jouer cet argument-là, tenter de convaincre les indécis. On rappelle que près de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés. C'est à eux que vous allez parler en disant « j'ai une expérience, j'ai une expertise ». Absolument, c'est vrai que le taux d'abstention, d'ailleurs au national, est énorme, je crois que c'est la première fois, et qu'aujourd'hui on nous parle d'une Assemblée nationale à plus de 400, voire 450 députés, avec moins de voix que le nombre de députés que nous étions à leur groupe majoritaire en 2012. Et cette abstention, elle est notable et il faut s'adresser à ces abstentionnistes. Je crois que les gens n'ont pas mesuré, peut-être, pas toujours, mais en tout cas, d'abord une certaine lassitude sans doute aussi, parce qu'on est finalement en période électorale depuis très longtemps, avec les primaires, je vous le rappelle, précédemment aussi. Et puis, ce sentiment que le troisième tour, c'était le troisième tour des présidentielles. Or, une législative, ça n'est pas le troisième tour des présidentielles. Merci Marie Récalde, vous restez avec nous. On va poursuivre notre tour d'horizon des 5 départements d'Aquitaine pour une escale en Dordogne avec à Périgueux ce duel qui va voir s'opposer République En Marche et France Insoumise. Émilie Bersars, Pascal Tinon. Le député sortant socialiste félicitant discrètement le candidat En Marche arrivé en tête. Une image symbole sur cet échiquier politique totalement remanié. Éliminer les partis traditionnels, à l'image de Michel Moirand, ancien maire PS de Périgueux, disqualifié avec à peine 10% des voix. Vous savez, quand la vague monte, vous ne pouvez pas l'arrêter. Cette vague, elle est lancée depuis la présidentielle, d'une manière un peu inexplicable et irrationnelle, mais elle est là. Félicité par ses équipes, Laurent Motion, premier adjoint LR à la mairie de Périgueux, connaît pourtant le même sort. Il n'ira pas au second tour. J'ai l'impression que c'est plus un choix national qui s'est opéré et qu'un candidat qui était inconnu il y a quelques semaines se retrouve largement en tête en étant toujours inconnu. C'est ça qui est particulier. Car les grands gagnants de ce scrutin, les voici. France Insoumise tout d'abord, arrivée deuxième avec près de 18% des voix. On s'est vraiment appuyé sur ces groupes d'appui partout dans la circonscription pour que cette envie de militer revienne chez un nombre important de nos concitoyens.
Et je crois qu'on a été nombreux à se retrouver dans ce programme. Donc voilà, le résultat est là. Mais avec 35% des suffrages exprimés, c'est Philippe Chassin qui sort vainqueur de ce premier round, inconnu encore il y a 2 mois. Le bonheur, il sera peut-être la semaine prochaine. On va rester concentré, il nous reste 1 semaine. On doit mener campagne, convaincre les abstentionnistes. Il faut que l'on arrive à construire ce bloc progressiste qui nous permettra d'avoir une majorité. La République en marche poursuivra-t-elle son raz-de-marée? Réponse dimanche 18 juin. Et cette dynamique en Dordogne, elle doit également intégrer un fait non négligeable, c'est la très forte abstention des électeurs du Périgord, fait assez rare pour être souligné, Jean-François Géat. Effectivement, Serge, généralement la Dordogne se mobilise et là encore, les Périgourdins ont voté plus que les Néo-Aquitains, mais beaucoup moins qu'en 2012. L'abstention atteint 44% dans le département, c'est 10 points de moins que la moyenne régionale, mais c'est en forte hausse. Plus 9 points par rapport aux législatives 2012. Et là encore, 2 forces se dégagent de ce premier tour en Dordogne. La République en marche, qualifiée dans les 4 circonscriptions du département, et la France insoumise, présente dans 2 circonscriptions. La France insoumise, dont l'un des candidats est présent au 2e tour dans le Sarladais. Oui, pour un duel 100% féminin entre 2 inconnus. Jacqueline Dubois, enseignante à la retraite, investie par le mouvement d'Emmanuel Macron, arrive largement en tête avec 31% des suffrages. Elle se retrouve face à une autre novice en politique, Émilie Chalard, étudiante de 25 ans, candidate de la France insoumise, qualifiée donc avec 13,2% des voix. En revanche, le PS est éliminé dans une circonscription tenue depuis 20 ans par le président socialiste du conseil départemental, Germinal Perrot, qui ne se représentait pas. Battu aussi Jérôme Perra pour les Républicains. Dans le non trôné, Jean-François, c'est aussi rare pour être souligné, eh bien, il y a un député socialiste sortant qui est présent au 2e tour. C'est la seule rescapée du Parti socialiste en Dordogne. La députée sortante Colette Langlade rassemble près de 23% des voix dans la 3e circonscription. C'est peu pour celle qui avait été élue dès le premier tour en 2012. Et la tâche s'annonce difficile dimanche prochain avec 7 points de retard, bien 7 points sur le candidat du MoDem Jean-Pierre Cubertafond, le maire de Lannoy, investi par la République en marche, recueille 30% des suffrages. Donc dans les 4 circonscriptions de Dordogne, la République en marche est en ballottage plutôt favorable. Merci beaucoup Jean-François. Je me tourne vers vous, Viviane Lehay. On va dire que les repères politiques qui concernent le Périgord ont totalement explosé. Oui, comme un peu sur l'ensemble du territoire français, en réalité, tous les repères classiques des partis politiques classiques explosent et se perdent en chemin. On verra un petit peu comment les recompositions vont se faire. Il va y avoir forcément une dynamique qui va s'impulser, peut-être aussi en contradiction et liée aux mouvements sociaux qui peuvent aussi apparaître dans les semaines qui viennent. Alors on va poursuivre notre tour d'horizon régional par le Lot-et-Garonne avec la 3e circonscription, celle de Villeneuve-sur-Lot, où le député Les Républicains n'est pas au 2e tour. Il verra s'affronter le Front National et République en marche. Jean-Michel Daguenet, Benoît-Pierre Morin. Dans la circonscription de Villeneuve-sur-Lot, peu après le début du dépouillement, le candidat de la République en marche creusait déjà l'écart en tête dans ce premier tour. Les premières tendances sont très positives, au-delà de nos espérances, parce que nous on pensait que dans les petits villages, on allait avoir un très bon score du Front National et des Républicains, et qui pour l'instant n'est pas du tout confirmé. Nous sommes en tête dans de très nombreux villages, donc pourvu que ça continue. Et la tendance s'est effectivement confirmée dans la soirée, puisque Olivier Damézin arrive largement en tête avec 30,13% des suffrages exprimés devant Étienne Bousquet-Cassagne, Front National, 19,81%. En revanche, grosse déception pour le candidat sortant Les Républicains qui ne s'attendait pas à la 3e place. C'est décevant parce que je pense avoir beaucoup travaillé pour ce territoire, avoir fait un certain nombre de choses, avoir porté des projets, avoir défendu des amendements très concrètement qui vont impacter l'économie de ce territoire. Donc c'est la mode contre peut-être la reconnaissance du travail. Avec 19,81% des suffrages exprimés, Jean-Louis Coste rate de peu la qualification. Il appelle ses électeurs à faire barrage au Front National pour le 2e tour. En résumé, sur l'ensemble du département, la République en marche est en tête sur les 3 circonscriptions. Tous les députés sortants sont battus.
Et dans la deuxième de Lot-et-Garonne, celle du Marmandais, c'est un autre duel, La République en marche, Front National, qui se déroulera dimanche prochain, poussant vers la sortie l'ancien ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, forcément très déçu hier soir à l'annonce des résultats. On l'écoute. Pour ma part, je m'emploierai de toutes mes forces, après bien sûr un temps de recul, à d'abord rester fidèle à mon territoire, Marmande, Lot-et-Garonne, la Nouvelle-Aquitaine, à reconstruire la gauche, une gauche de gouvernement qui pour la première fois depuis 1958 ne sera pas ou quasiment pas représentée à l'Assemblée nationale. Et donc il faudra trouver les moyens de faire vivre de manière démocratique, forte, par les idées, par la mobilisation, par l'action, en dehors du Parlement, cette gauche de gouvernement-là, qui a toujours apporté au pays et qui continuera demain à apporter à notre pays. Dernier point en Lot-et-Garonne, cette fois sur la circonscription d'Agen. Le maire Jean-Dionis Duséjour est au deuxième tour, mais il est très loin du candidat, vous le voyez, de La République en marche. Viviane Lehay, le Front National, ce n'est pas une surprise, mais il s'ancre définitivement Lot-et-Garonne. À chaque élection, dernières élections, on se dit tiens, le Front National est très présent en Lot-et-Garonne, maintenant c'est un fait acquis. Oui, c'est acquis et en réalité c'est toute la ceinture de la pauvreté. On peut aussi y ajouter la 10e et la 11e circonscription de la Gironde où là aussi le Front National commence à s'implanter de manière durable. Et c'est vraiment un territoire qui est particulièrement marqué par des fractures sociales et des inégalités sociales fortes repérées par l'INSEE depuis maintenant quelques années et qui insiste bien sur cette spécificité en Nouvelle-Aquitaine et nulle part ailleurs en France en réalité, avec des inégalités sociales particulièrement accusées et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc c'est peut-être aussi le signe. Notre tour d'horizon de la région se poursuit au lendemain des législatives. On va prendre la direction plus au sud des Pyrénées-Atlantiques avec à Bayonne la députée socialiste sortante Colette Capdevielle qui parvient à se qualifier pour le deuxième tour mais très largement distancée par la candidate Modem République en marche, Perrine Durando, Emmanuel Galerne. Florence Lasserre-David. À l'annonce des premiers bulletins, les jeux étaient déjà faits. Florence Lasserre-David se place largement en tête sur toutes les tables de la mairie de Bayonne. Et sur l'ensemble de la 5e circonscription, celle de Bayonne donc, mais aussi Anglette, Boucau, Bidache et ses environs, elle l'emporte avec plus de 37% des voix. Conseillère à la mairie d'Anglette et Modem, Florence Lasserre rejoint La République en marche. On a avancé, on a déroulé de notre campagne sans jamais s'adapter à ce qui se passait, au bruit qui pouvait arriver de part et d'autre. On a continué, on a travaillé sérieusement et voilà, le résultat est là aujourd'hui. De grande satisfaction, oui. La députée socialiste sortante Colette Capdevielle se classe, elle, en seconde position, totalisant 13% des suffrages. Ses militants la félicitent, même si 25 points la séparent du parti présidentiel, une vague devant laquelle l'avocate résiste. Je vais vraiment lancer un appel très solennel à l'ensemble des forces de gauche. Quel député, quel parlementaire veut-on ici? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui travaille des dossiers? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui également fait des amendements? Quelqu'un qui améliore les lois? Quelqu'un qui fait la loi? Pas quelqu'un qui sera noyé dans une assemblée couleur abricot. La République en marche est en ballottage très favorable. Dimanche prochain, le PS devra rassembler toutes les forces progressistes et même au-delà s'il veut stopper ce raz-de-marée. Et dans la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, député sortant, parvient lui aussi à se qualifier pour le deuxième tour, mais il est en ballottage défavorable face au candidat La République en marche. On l'écoute. C'est un immense sentiment de reconnaissance à l'égard des Basques et des Béarnais de l'intérieur. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est immense. Il n'y avait pas la place pour une souris déjà mal constituée et qui n'a pas mangé depuis 6 mois pour passer. Il n'y avait aucune place pour moi aujourd'hui. Et ils me mettent quand même deuxième. Qu'est-ce que vous voulez? Merci. Le sens de la formule de Jean Lassalle. Le Béarn, on y reste avec la circonscription de Pau, où l'adjointe de François Bayrou à la mairie, Josie Poito, arrive très largement en tête. Elle sera opposée à un candidat Les Républicains au second tour en marche. Un candidat Les Républicains, pardon. Vous voyez le reportage de François Busson et Catherine Pipard. Josie Poito arrive largement en tête de la première circonscription en Béarn. La candidate adjointe de François Bayrou obtient près de 40% des voix. Elle devance largement Pauline Roy, près de 15% pour les Républicains. Le candidat socialiste Jérôme Barbeau obtient près de 13%.
Je suis effectivement très heureuse que les électeurs et les électrices de cette circonscription m'aient donné cet avantage-là. Ils veulent qu'Emmanuel Macron réussisse. S'ils veulent qu'Emmanuel Macron réussisse, ça veut dire aussi qu'ils ont trouvé que j'étais peut-être la mieux placée pour ça. Et je suis donc très fière si c'est ça qui se confirme dimanche, parce qu'il y a quand même un deuxième tour. La surprise sur cette première circonscription, qui était détenue par la socialiste Martine Linière-Cassou depuis 20 ans, c'est la deuxième place obtenue par la candidate Les Républicains Pauline Roy. Avec un petit score, l'élu municipal de Pau est qualifié pour le second tour. Les résultats sont pas bons. J'ai fait une très belle campagne et c'est vrai que je pense que ma présence sur le terrain m'a permis que je sois au second tour. Et apparemment, les résultats montrent que ça va être donc un duel, pas de triangulaire. Et on va tout donner pour la dernière semaine. Dans le camp du Parti socialiste, l'attente a été difficile. 3 candidats se disputaient en effet la deuxième place. Finalement, Jérôme Barbeau est troisième et pas qualifié. Bien sûr, on est déçus. On est très déçus parce qu'on souhaitait conserver cette circonscription à gauche, non pas pour simplement la conserver à gauche, mais pour continuer à faire valoir nos valeurs et ce qu'on défend, la gauche de progrès, et surtout être des députés de contre-pouvoir, de contrepoids. La France insoumise est 4e sur cette circonscription. Dimanche prochain, Josie Poitou devra confirmer le bon score du premier tour pour découvrir l'Assemblée nationale. Et dans les 2 autres circonscriptions béarnaises des Pyrénées-Atlantiques, à savoir Naye et Orthez, les députés socialistes sortants parviennent à se qualifier pour le deuxième tour, Nicolas Rançon. Effectivement, Serge, vous savez, cette deuxième circonscription, elle est particulière pour le MoDem. Je vous rappelle que François Bayrou en a été le député durant 25 ans, entre 1988 et 2012. Jean-Paul Mattei du MoDem, La République En Marche et fidèle lieutenant du garde des Sceaux, est idéalement placé pour rafler la mise. Il est devant la députée sortante, Nathalie Chaban, vous le disiez, du Parti Socialiste. À noter dans cette circonscription la grosse déception pour Éric Sobat, le candidat des Républicains, ne parvient pas à se glisser au deuxième tour. Un tout petit écart le sépare de la seconde. Il lui a manqué 179 voix. Dans la 3e circonscription du Béarn, cette fois, celle d'Orthez, on annonce un duel à couteau tiré. Effectivement, c'était une circonscription que l'on attendait disputer. Michel Bernos, marcheur de la première heure, est devant David Habib, candidat lui aussi du Parti Socialiste. Les 2 hommes sont au coude à coude. 2003 suffrages les séparent. La question est maintenant de savoir si David Habib, député sortant et élu dès le premier tour, on s'en souvient en 2012, sera en condition de recueillir des voix à gauche, peut-être celle d'Éric Litvin de la France Insoumise, qui se hisse à la 3e place. Alors vous l'imaginez, il ne fait aucun doute que les tractations pour les reports de voix sur cette circonscription seront très intenses tout au long de la semaine. Merci beaucoup Nicolas. Alors on va rester dans les Pyrénées-Atlantiques pour évoquer la 6e circonscription, cette fois de côté du Pays Basque, celle de Biarritz, où la députée socialiste sortante Sylvaine Allot n'est pas qualifiée. Le second tour devra s'affronter un candidat MoDem, République En Marche, à la candidate Les Républicains, Maïdera Rostei, qui est avec nous en duplex de Bayonne. 15,3 contre 38,9. Vous pensez à pouvoir résister à ce raz-de-marée de la France En Marche ? La République En Marche. Au vu du taux d'abstention qui est extrêmement élevé, je pense qu'il y a un réservoir de voix, justement, toutes les personnes qui ne sont pas allées voter. Et donc, mon objectif sera d'aller lancer un appel et motiver ces personnes pour qu'elles puissent aller voter dimanche prochain. Et quels seront concrètement vos arguments ? Alors, mes arguments, c'est de dire, effectivement, on l'entend sur le terrain depuis plusieurs semaines maintenant, les Français veulent donner une majorité à Emmanuel Macron. Sauf que le candidat que j'ai en face de moi est un candidat MoDem qui n'a jamais clairement affiché son appartenance au MoDem. C'est un candidat qui a découvert Emmanuel Macron le 7 mai à partir de 20h et qui veut aujourd'hui nous faire croire qu'il a une adhésion aux valeurs et aux projets du président de la République. Donc un de mes arguments de campagne sera justement de dire vous risquez demain d'élire un futur frondeur dans la mesure où cette personne n'a pas participé, n'a pas adhéré dès le départ au mouvement créé par le président de la République.
Mais est-ce que vous entendez le discours des électeurs que l'on a entendu dans nos différents reportages de dire, voilà, il y a une alternance, il y a un nouveau chef de l'État, il faut lui donner les moyens de sa politique? Je pense que les chiffres lui donnent déjà très largement une majorité. Et les commentateurs l'ont dit déjà dès hier soir, le président de la République à ce stade n'a plus besoin du groupe MoDem qui va être créé. Donc pourquoi lui donner cette écrasante majorité qui, je pense, va être contre-productive puisqu'il n'y aura plus de contre-pouvoir. Et je l'ai entendu beaucoup dans les commentaires d'autres candidats dans votre journal. Je pense que la démocratie, à un moment donné, risque d'être en danger et qu'il risque de ne plus y avoir qu'une sorte de parti unique avec une voix unique. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je me tourne vers Viviane Lehaye. À l'issue de ce scrutin, on peut dire que finalement, la stratégie de François Bayrou, qui a été de se rapprocher du chef de l'État bien avant l'élection, c'est payant parce qu'il a gardé son indépendance et c'est payant, on le voit dans les urnes. Oui, c'est une bonne opération en tous les cas pour les Pyrénées-Atlantiques. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce bastion de François Bayrou, donc lié à un parti classique, doit être le seul bastion qui se voit renforcé à l'issue des législatives. Tous les autres bastions sont balayés et le sien est renforcé alors qu'il fait référence lui aussi à un parti classique en réalité d'avant le Monde en Marche qui a tout bousculé, qui a tout... Vous souscrivez à cette décision de François Bayrou et à cette stratégie de François Bayrou? C'est un pari gagnant? Il y a eu une alliance qui s'est faite au moment des présidentielles qui s'est fondée notamment sur une vision de la moralisation de la vie politique. Et je crois que cette alliance a été portée. Elle est également portée ici en Gironde. Et oui, je suis tout à fait d'accord que le MoDem sort plutôt gagnant de cet accord, de la même manière que Emmanuel Macron a probablement bénéficié de l'apport de François Bayrou avant le premier tour des élections présidentielles. Je vous remercie. Alors on va poursuivre ce tour de l'Aquitaine et notre dernière escale est dans les Landes, terre historiquement ancrée à gauche avec 3 députés socialistes sortants. Le PS aujourd'hui en plein sable mouvement, notamment dans les circonscriptions de Mont-de-Marsan, Francomer, où Geneviève Darrieussecq arrive très largement en tête. Geneviève Darrieussecq a frappé fort hier soir, Serge, avec 43,34% au premier tour sur la première circonscription des Landes. La candidate d'En Marche se donne une énorme avance sur le socialiste Renaud Lagrave qui ne totalise que 13,46% des suffrages. Renaud Lagrave heureux toutefois d'atteindre le deuxième tour et ce n'était pas gagné, Serge. Est-ce que Geneviève Darrieussecq, à elle seule, n'est pas en train de bouleverser totalement l'équilibre politique des Landes ? Eh bien justement, maire de Mont-de-Marsan, Geneviève Darrieussecq arrive également en tête à Biscarrosse, à Parentis ou encore à Sanguinet, très proche de François Bayrou. La centriste Darrieussecq est en train de devenir la patronne de ce département historiquement socialiste. Alors, autre cas particulier dans les Landes, cette fois dans l'ancienne circonscription d'Henri Emmanuelli, où le PS avait envoyé un jeune poids lourd du parti, Boris Vallaud, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, qu'il parvient à se qualifier pour le deuxième tour, mais en deuxième position et surtout à 9 points de retard par rapport au candidat La République En Marche, Patrick Pagné, Laurent Montiel. Boris Vallaud, parmi ses supporters chalossés lors d'une soirée électorale ici à Mugron, celui qui avait été adoubé par Henri Emmanuelli sur cette 3e circonscription des Landes, était donc très attendu. Boris Vallaud arrivait en deuxième position à 9 points, mais à l'évidence très satisfait de son score de plus de 25% des voix, performance rare parmi les représentants du PS hier soir. Je n'avais aucune idée préconçue de ce que serait ce premier tour. Donc je suis aujourd'hui heureux d'être au second tour avec un score important. C'est une nouvelle bataille qui s'engage pour rassembler la gauche et puis pour aussi avoir des députés qui puissent apporter aussi la contradiction à un gouvernement qui sera très monolithique. Dans cette circonscription, à forte image rurale, ici comme ailleurs, le représentant de La République En Marche, Jean-Pierre Steiner, a surfé sur la vague présidentielle dans la campagne de ce premier tour, bousculant ainsi les usages et voulant ratisser large. Le mouvement En Marche, moi, quand j'ai adhéré, et puis d'autres, on s'est retrouvés, on ne s'est pas interrogé quelle est l'opinion de droite, de gauche, du centre. L'essentiel, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que des réformes de structure puissent faire adhérer l'ensemble des convictions politiques et convenir à ce qu'on a besoin. Après 39 ans de règne sans partage d'Henri Emmanuelli, la 3e circonscription de landaise est-elle imperdable pour le PS? Réponse dimanche soir. Et puis toujours dans les Landes, Francomer, deuxième circonscription où vont s'affronter La République En Marche
et la France Insoumise. Oui, dans la deuxième circonscription des Landes, Lionel Cos est un homme heureux. Depuis hier soir, le maire de Saint-Martin de Seignax, sous l'étiquette La République En Marche, est arrivé en tête. Celui qui a quitté le Parti socialiste il y a 2 ans a même réalisé un excellent score puisqu'il totalise 43% des suffrages, Serge. Viviane Lehay, c'est un cuisant échec pour le Parti socialiste dans les Landes. Oui, là, c'est à n'en pas douter. C'est peut-être le département symbolique aussi de cette grande difficulté du PS qui, à l'issue de la présidentielle et maintenant des législatives, sort quand même dans une position bien difficile, dans une position sans doute encore plus délicate que celle qu'elle a pu connaître en 1993, alors que c'était déjà assez compliqué à cette époque-là. Donc là, on est encore dans une situation bien difficile, oui. Marie Récalde, quand on porte les couleurs du PS, c'est qu'on est le parti dans cette situation. La stratégie pour vous, là, dans les jours qui viennent, c'est de faire quoi? D'abord, le parti, effectivement, est dans une situation historiquement difficile et je crois qu'il arrive à la fin d'un cycle. Pour autant, les idées social-démocrates qu'il porte ne sont pas mortes et elles continueront à vivre. Alors quand on est député socialiste, et moi j'ai confirmé mon appartenance au Parti socialiste, on fait valoir ses valeurs, les valeurs auxquelles on est attaché. Le travail qu'on a fait aussi, parce que moi je suis sur une circonscription très particulière, c'est la première circonscription défense de France. Et ce travail, cette connaissance des industriels, des réseaux, de la façon dont on appréhende ce territoire, un nombre d'emplois importants créés en 5 ans, je crois que ça compte aussi. Et puis rassembler, aller chercher les abstentionnistes, effectivement, et défendre ces valeurs et cet exercice de la démocratie que nous avons. Tanguy Bernard parlait tout à l'heure de la loi de moralisation. Sous cette législature qui vient de s'écouler, nous avons été les premiers, et historiquement, le Parti socialiste a toujours été à la pointe pour à faire avancer les lois de moralisation, et nous l'avons fait. Donc continuons. En d'autres termes, vous montrez un fautif, c'est le bilan de François Hollande que vous payez, vous, dans les urnes? Il y a effectivement des choses qui n'ont pas été suffisamment expliquées, même si le bilan est bon. Et moi, je suis fière d'avoir appartenu à une majorité qui a voté le tiers payant généralisé, qui a voté le mariage pour tous, qui a encouragé et remonté le RSA. Voilà, je suis fière de ce bilan. Pour autant, il y a effectivement des choses qui n'ont pas été faites suffisamment, qui ont été mal faites parfois, mal expliquées surtout. Je pense qu'il y a eu un problème de rendez-vous entre les Français et le président de la République. En d'autres termes, le PS est-il mort? Est-ce qu'il faut créer une autre tendance? Je ne crois pas que le PS soit mort. Dans la structure que l'on connaît aujourd'hui, et d'ailleurs aujourd'hui dans La République En Marche, il y a beaucoup d'anciens socialistes. Nous étions dans la même famille, nous sommes issus de la même famille. Mon adversaire d'ailleurs a quitté le parti au mois d'avril de cette année. Donc nous sommes de la même famille. Le Parti socialiste se reconstruira et moi, vous pouvez compter sur moi pour y participer à cette reconstruction avec nos valeurs de démocratie, de justice sociale et d'égalité et d'émancipation de chacun. Et je crois que ça, c'est très important de faire valoir ça. Certains l'ont dit dans une assemblée. Un groupe majoritaire, c'est très bien, c'est normal, il faut que la France réussisse. Et je comprends que les électeurs aient donné au président de la République actuelle une majorité, c'est tout à fait normal. De là à ce que nous ayons un parti unique et un visage unique, ça n'est pas forcément favorable. Tanguy Bernard, je vous ai vu de dos, mais je vous ai vu faire la moue quand Marie Récalde a dit que vous étiez de la même famille, c'est pas vrai? Non, je ne pense pas qu'elle parlait de moi, je pense qu'elle parlait de son adversaire Eric Pouliat, qui a effectivement quitté le PS il y a 2 ans au moins. Non, La République En Marche et le PS, c'est la même famille ou pas? Alors, ce qui est intéressant, moi j'entends beaucoup d'arguments, on nous dit, voilà, ça va être un bloc monolithique, ça va être... tout le monde va être des godillots derrière le gouvernement. L'ADN de La République En Marche, c'est d'avoir rassemblé des gens qui étaient finalement assez hétérogènes, qui se retrouvaient dans des grandes valeurs de progrès, qui venaient du centre-gauche au centre-droit, et qui ont gardé toutes leurs valeurs avec eux, et qui viendront dans cette assemblée avec un esprit critique, avec des désaccords probablement, mais qui se sont accordés sur des éléments clés, sur porter ce programme qu'ils ont co-construit, pour dépasser un peu ces clivages qui avaient finalement amené à beaucoup de stérilité. Madame Récalde en parlait tout à l'heure du précédent gouvernement. Effectivement, il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages qui n'avaient pas lieu d'être, des mauvaises explications, mais également des frondeurs. Mais vous imaginez que ça va être encore plus difficile à manœuvrer s'il y a une majorité de 400 députés? Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que tous nos candidats ont signé sur un engagement à porter un certain nombre de réformes. C'est ça la vraie différence aujourd'hui. Donc ils ont signé sur un programme. Pas de dissidence, pas de mouvement, tout le monde va parler d'une seule et même voix? Non, il y aura bien entendu, vous savez, quand il y a une loi qui est débattue, il y
les grandes orientations sur lesquelles il y aura un soutien fort, et puis il y a aussi toute la mise en œuvre de cette loi sur laquelle il y aura beaucoup de débats. Et puis par ailleurs, ils se sont engagés sur un certain nombre de chantiers, et il y aura d'autres chantiers où je n'ai pas de doute qu'il y aura des débats. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, pas si longtemps que ça, on nous disait il ne faut pas voter pour Emmanuel Macron parce qu'il n'aura pas de majorité pour gouverner. Depuis, on a eu beaucoup de candidats d'autres formations politiques qui, finalement, se sont découverts une certaine affection pour notre programme et pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, on fait campagne là-dessus. Et puis maintenant, on nous explique qu'il ne faut pas voter pour les candidats En Marche parce que maintenant, ils vont avoir une majorité. Donc moi, je demande à ce qu'il y ait un petit peu de cohérence, un petit peu de sincérité là-dedans. Et dire, voilà, on a des candidats qui, oui, sont originaux parce que, oui, ils ne sont pas des professionnels de la politique. Ça n'empêche pas que ce soit des professionnels pour porter les réformes sur lesquelles ils sont engagés. Ce sera rendez-vous donc pour le second tour dimanche. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous ce soir 19h pour une très large page du journal régional consacrée à ce scrutin dans la région, ce scrutin de premier tour des législatives. Merci de nous avoir suivis et passez d'ici là une très belle après-midi sur France 3.